Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Melvin Burgess, Louise Renison, Isabelle Pandazopoulos, Éric Lhomme, Claire Castillon et tant d'autres. La collection Scripto réunie parmi les plumes les plus intenses de la littérature ado. Elle fête ses 20 ans. On souffle les bougies aujourd'hui avec l'invité du Grand Oral, Thierry Laroche. L'anti-sèche des Magazelles. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, c'est la parution d'un hors-série du magazine Histoire Junior consacré à l'écologie. L'heure de la récré, toujours avec Emma, toujours l'écologie. Elle va vous faire découvrir une étonnante invention d'étudiants néerlandais, la voiture qui dépollue. Et puis rendez-vous enfin avec Amélie Paris pour sa chronique Les années collège, détour par un lieu stratégique dont on ne parle pas assez, les sanitaires des établissements scolaires. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Elle a 20 ans, mais elle est encore et toujours profondément ado. On souffle aujourd'hui les bougies d'une collection emblématique des éditions Gallimard Jeunesse. Elle s'appelle Scripto et elle revendique de publier, je cite, des romans forts, drôles ou graves, singuliers et percutants, signés par les meilleurs auteurs contemporains français ou étrangers à destination des adolescents dès l'âge de 13 ans. Invité du Grand Oral, le directeur éditorial littérature et bande dessinée de Gallimard Jeunesse, Thierry Laroche. Thierry, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Merci. En plus, vous êtes depuis, c'est votre anniversaire aussi, 20 ans chez Gallimard Jeunesse. Oui, c'est vrai. Génial. Bon, happy birthday. Comment elle est née l'idée de Scripto? Comment est née l'idée d'une... On a accueilli, je le dis aussi, vous avez ça dans les archives, Edwige Pasquet pour les 50 ans cette fois de Gallimard Jeunesse. Mais comment est née spécifiquement l'idée d'une collection ado? Elle existait déjà d'une certaine façon avec une collection précédente qui s'appelait Page Blanche. C'est une des toutes premières collections, peut-être avec l'école des loisirs aussi, à penser une collection spécifiquement pour les adolescents. Mais à l'époque, Page Blanche, c'est beaucoup des auteurs adultes qui se penchent sur l'adolescence et qui écrivent en grande partie pour d'autres adultes. La littérature vraiment ado n'existait pas dans les années 80 et 90. Quand on lance Scripto, il y a donc 20 ans, on peut dire que c'est la naissance, l'émergence d'une véritable littérature ado, c'est-à-dire qui se destine prioritairement aux adolescents. Alors, qu'est-ce qui distingue un texte pour les ados d'un texte pas pour les ados? C'est une bonne question. Merci. C'est pas si évident de répondre. Mais c'est une littérature qui se définit par son lectorat, avant tout. C'est-à-dire que ça paraît un peu simple comme réponse, mais ça n'est pas tant que ça. C'est la littérature ado, c'est la littérature qui plaît aux ados. Qui a pour lectorat naturel les ados. Et Umberto Eco avait fait comme ça, avait développé une notion sur le lecteur modèle. Voilà, il parle le lecteur modèle d'un texte. Le lecteur modèle de la littérature ado, ce sont les ados. Ça ne veut pas dire que le lecteur réel sont que des ados. Il y a des ados, il y a des juniors, des enfants de 11 ans qui vont s'emparer de textes ados, et puis il y a surtout des adultes qui lisent de la littérature ado. Mais enfin, la destination naturelle de ces textes, c'est les ados. Alors qu'est-ce qui fait qu'un texte, je vais vous poser la même question mais un petit peu autrement, plaît particulièrement aux ados? Est-ce qu'il y a quand même un ADN? Alors, il n'y a pas de recette. Il y a tous les genres dans la littérature ado, puisque, encore une fois, c'est une catégorie littéraire et c'est pas un genre en soi. La littérature de l'imaginaire, manifestement, a beaucoup de succès. Alors, on est vu, d'ailleurs, vous avez apporté, parce qu'on parle de Scripto, c'est son anniversaire. On a accueilli il n'y a pas longtemps Timothée de Fombelle, Van Gogh, que vous avez apporté ici, que publie aussi Gallimard Jeunesse. Typiquement, c'est ça, oui, c'est la littérature d'aventure. Voilà, l'aventure. Alors là, il est souvent, pour Van Gogh, il est dans la tradition d'un Dumas, en quelque sorte. Il y a la littérature de l'imaginaire, avec des mondes inventés. J'ai apporté aussi Christelle Dabos et La Passe Miroir. C'est pas tellement la littérature de Scripto. Scripto, c'est une littérature qui s'adresse aux ados et qui parle de l'adolescence. C'est-à-dire que sur l'intime, sur toutes les fractures qu'ils traversent, sur la elle met en scène difficulté d'être au monde et en même temps un bonheur d'être au monde. Voilà. Elle met en scène des ados qui vivent des histoires d'adolescents. Et donc toutes les grandes questions qu'on associe traditionnellement à l'adolescence se retrouvent dans ces livres. C'est une sorte de littérature générale, mais pour les ados. Alors, une des particularités de Scripto, la collection a été marquée quasi à ses débuts par une traduction, qui était la traduction de Junk, de Melvin Burgess, auteur anglais. Et là, vous vous amenez sous les yeux des ados et sous le regard S-body inquiet des parents, un roman hyper trash où on parle de drogue, et où on rappelle aux parents que l'adolescence, c'est quand même aussi un moment où on se pose des questions de vie et de mort, de suicide, oui, c'est fondateur. Où on tutoie les profondeurs aussi. Oui.
Et c'est fondateur parce que c'est presque la naissance de la littérature qu'on dit aujourd'hui young adult, jeune adulte en bon français. Et Burgess disait toujours je voudrais pas que la première fois qu'un enfant, un ado entende parler de la drogue, c'est quand on lui en propose. Soit par le dealer du coin, Et pour nous, c'est très important. C'est 98 la première publication de Junk, et ça ouvre la porte à la littérature ado qui se développe beaucoup à partir des années 2000 et 2010. C'est la fin des petites filles modèles, c'est vraiment le moment où on se dit tout ça est un âge difficile. Qu'est-ce qui a changé le plus depuis 20 ans? Est-ce que c'est les thèmes que vous proposent les écrivains? Est-ce que c'est l'écriture? C'est quoi? Oui, je crois que les écrivains aujourd'hui qui écrivent pour les ados sont décomplexés et parlent ouvertement des choses sans avoir d'arrière-pensée éducative ou pédagogique. Ils sont de plein pied dans la littérature. Ils font de la littérature et comme ils parlent de l'adolescence, eh bien, ils parlent en effet de ces grandes questions existentielles, les affres de l'adolescence. On va en parler des différentes thématiques parce que pour les 20 ans, vous publiez des livres. Voilà. Je me permettrais d'ajouter un argument en faveur de la littérature ado qui est quand même le moment. La littérature jeunesse fait lire beaucoup de plumes contemporaines aux enfants, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines vivantes et vivants. Mais ensuite, ils arrivent au collège et là, ils attaquent le patrimoine à travers les programmes du collège. Et parfois, on attend très longtemps avant de retrouver des textes contemporains. Et justement, cette littérature ado, elle permet de rester au contact des écritures d'aujourd'hui. Complètement. Voilà. Moi aussi, je vais finir par quitter l'asile familial. Je suis peut-être trop jeune pour l'Amazonie, mais personne ne peut m'empêcher de monter sur les toits, disparaître dans la nuit avec Taël, vivre une existence de poète au sommet de la vie. Lui, il pourrait faire ses jardins et moi, je m'occuperai d'étreindre les monuments en attendant d'entreprendre d'autres voyages, de rejoindre mon frère. C'est un extrait d'un texte d'Hugo Lindenberg, jeune et très talentueux romancier, qui a participé à cet ouvrage collectif, Le jour où j'ai osé. Il sort à l'occasion des 20 ans de Scripto. On en parle dans quelques minutes, si vous voulez bien, puisqu'on va retrouver Thierry Laroche juste après l'Anti-Sèche des Maguessel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. L'éternelle adolescente de la quotidienne. Salut. Qui nous raconte dans l'Anti-Sèche la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Alors là, l'actualité, c'est une actualité de presse. Eh oui. La une de ce hors-série du magazine Histoire Junior, c'est écrit dessus en grand, l'écologie, les grands enjeux du XXe siècle. Bah oui, tu aurais pu le prédire, franchement. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Tout à fait. Alors l'environnement et l'écologie, c'est vrai, qui arrivent dans le top 3, souvent même à la première place des préoccupations des jeunes dans les sondages. Et bien voilà donc un magazine qui devrait les intéresser. Et en plus, c'est Histoire Junior, vous savez qu'on l'adore dans la quotidienne, c'est hyper bien documenté, c'est complet, super intéressant si on veut aborder le sujet parce que c'est très exhaustif. Alors on commence finalement par le commencement. Le magazine s'ouvre sur une définition de l'écologie. Bah oui, l'écologie, ça vient du grec, oikos, qui signifie maison, et logos, étude, c'est donc la science qui étudie l'endroit où habitent les êtres vivants et la façon dont ils agissent sur cet endroit. Grâce à l'écologie, on peut expliquer comment les activités humaines modifient l'environnement, mais on ne peut plus aujourd'hui définir l'écologie uniquement en parlant de science. Il faut aussi bien sûr parler de politique parce que l'écologie est politique aujourd'hui, notamment à cause du dérèglement climatique. On définit ensemble notre manière de vivre et les militants écologistes aujourd'hui dénoncent l'inaction des dirigeants mondiaux en matière d'écologie. Alors, la définition pour commencer, mais le magazine s'arrête aussi sur un texte extrêmement important dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'accord de Paris adopté en 2015. Oui, que les élèves étudient en cours d'histoire dès la 3e. Maintenant, accord qui limite l'augmentation de température à 2 degrés maximum en visant 1,5 degré avant 2100, mais qui fixe également des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le souci, c'est que plus le temps passe, moins les chiffres sont bons et plus on voit les effets du dérèglement climatique sur l'environnement. On pense bien sûr aux fortes chaleurs cet été en France, aux incendies. Là, le mois d'octobre a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone. Mais on peut citer aussi plein d'autres exemples. La déforestation, la surconsommation des ressources, la pollution des mers par les plastiques qui a été multipliée par 10 depuis 1980. Il est donc urgence à agir. Les pays les plus pollueurs au monde, Histoire Junior en parle aussi. La Chine, j'imagine. La Chine, pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants, numéro 1 aujourd'hui des pays qui émettent le plus de dioxyde de carbone. En 2017, la Chine a émis plus d'un quart du total des émissions de CO2. Mais elle est également, et il faut le souligner, championne des énergies renouvelables avec l'effort qu'elle fait pour l'énergie solaire et l'éolien, avec un objectif ambitieux, celui d'atteindre la neutralité carbone en 2060. Définition de la neutralité carbone selon
J'allais vous le demander. Définition de la neutralité carbone, c'est quand Emma. les émissions de CO2 d'un pays sont inférieures ou égales à celles absorbées par les puits de carbone. Ok, donc la Chine, ensuite, il n'y a pas que la Chine quand même. Alors, si on calcule, non, il n'y a pas que la Chine, si on calcule le total des émissions de CO2 depuis 1850, date à laquelle les pays commencent à en émettre pas mal, ce sont les États-Unis qui arrivent à la deuxième place. La première. À la première place, du coup, oui, tout à fait. Et enfin, on plaçait souvent l'Inde en troisième. Mais en fait, si on calcule le total des émissions d'un pays par rapport à sa population, eh bien, c'est le Qatar qui pollue le plus avec ses 3 millions d'habitants. Pour comparer, en 2019, un Qatari émettait en moyenne 32 tonnes de CO2 par an contre 15 tonnes, par exemple, pour un Américain. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est drôle. On pourrait y faire une Coupe du Monde pour changer tout ça. Voilà. Et la France ? Alors, dans le magazine, on nous dit que la France fait office de bon élève par rapport à d'autres pays, mais tout de même, il faudrait près de 3 planètes comme la Terre pour héberger tout le monde si chacun consommait autant qu'un Français. Oui, d'accord. C'est un peu au royaume des aveugles, les bonnes sont rois, quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc, cette manière de consommer, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et le magazine a donné un lien pour le calculer. Donc, il est dedans, ce lien. J'ai fait le test. Je pensais que je faisais tout bien. Franchement, pas de bain, parce que j'ai pas de baignoire. Je vis seule, ça aide. Je fais attention à manger des fruits et légumes de saison. Et après 10 minutes de test, j'apprends que j'en suis à plus de 4 tonnes d'empreinte annuelle. C'est celle d'un Français moyen. Je pensais être un petit peu meilleur élève et pas du tout. Donc mon objectif, c'est de la réduire de moitié pour arriver à 2. On devrait tous en faire autant. Il y a juste au moins une bonne nouvelle dans votre chronique et dans le hors-série. Oui, bien sûr. Il faut se battre car on peut encore changer les choses. Si, il faut qu'on s'y mette tous. Et puis en plus, l'enjeu écologique fait naître plein de métiers d'avenir. C'est aussi ça qu'on apprend dans ce magazine. On vous les liste, allez jeter un coup d'œil. On vous donne des idées de lecture aussi, d'expos à voir. Donc on ne désespère pas parce que même si le constat est alarmant, on peut encore changer les choses. Et c'est ce que nous apprend le magazine. Donc on court dans les kiosques ou sur Internet pour acheter ce hors-série qui est vraiment d'une excellente qualité. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré tout à l'heure ? Avec plaisir. Grand oral. À l'occasion des 20 ans de la collection Scripto de Gallimard Jeunesse, Grand Oral avec Thierry Laroche, directeur éditorial littérature et bande dessinée de Gallimard Jeunesse. Vous avez vu qu'on a un peu transformé ce plateau en librairie. Alors on a mis du Scripto, cette collection qui fête ses 20 ans, mais on a mis aussi du Gallimard Jeunesse en général, puisque les collections de littérature sont absolument remarquables. Les auteurs sont formidables. Je vois du Anne-Laure Bondou là-bas, que j'aime beaucoup. Certains, vous pouvez retrouver aussi dans les archives de notre émission, qu'on a pu accueillir, comme Claire Castillon, comme Timothée de Fombelle, comme Isabelle Pandazopoulos, pour ne citer que ou elle. Vous publiez à l'occasion de ces 20 ans 2 ouvrages. Il y a un roman de Shahin Kassim qui est intitulé « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» et un recueil de nouvelles intitulé « Le jour où j'ai osé ». J'avoue que je trouvais ça assez génial. Je me dis, si on doit résumer l'adolescence en 2 phrases, il y a « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» et il y a l'idée de oser. Donc félicitations Thierry. Alors « Le jour où j'ai osé », c'est des textes de Claire Castillon, Doriane Charpentier, Claudine Desmarteaux, Manon Fargeton, Hugo Lindenberg, Vincent Mondiaux, Marion Muller-Collard et Isabelle Pandazopoulos. Il et elle sont 8. Vous leur avez juste dit ça, le jour où j'ai osé ? Absolument. C'est l'éditrice qui a en charge cette collection, Isabelle Stoufflet, qui a eu l'idée de ce thème. C'est une bonne planche d'appel, je trouve, pour les auteurs qui écrivent pour les adolescents. Et ils nous ont pas déçus. Ce qui nous ont rendu, nous a prouvé que c'était une bonne porte d'entrée vers l'adolescence. Alors très beau, effectivement, très beau texte au pluriel, avec des thématiques récurrentes. S'il doit y avoir une thématique dominante, me semble-t-il, il y a le rapport au corps. Le rapport au corps est essentiel dans la littérature ado. C'est vrai que quand on est pour les plus jeunes, les 8-12 ans, ce qu'on appelle nous juniors, le corps de l'enfant est assez sacralisé. C'est assez, ça reste sec. Dans la littérature ado, alors là, les fluides et les ouvertures, on remplit, on vide le corps dans tous les sens. Donc c'est vraiment essentiel et c'est bien logique. Ouais. Le corps, le sien, celui des autres et le regard des autres. Absolument. Le rapport aux autres est très important, à ses copains et ses copines, aux institutions, à la famille, aux profs. La confrontation avec l'autorité est souvent centrale aussi. Le rapport à la famille, la parentalité, beaucoup de questions du rapport au père, à la mère aussi, mais là, dans votre... je l'ai pris comme un sondage, votre truc, parce que quand même, il y a 8... Alors, il y a 6 autrices et 2 auteurs. Alors, ça peut expliquer peut-être certains biais. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la nouvelle d'Isabelle Pandazopoulos, c'est oser voir son père tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire, en l'occurrence, un criminel. Ouais.
que son fils s'appelle gentiment Daddy. Tout ça est d'une grande tendresse. Ouais. Et il essaye de le sauver quelque part. Oui, contre la vie de la sœur. Voilà. Et contre ce qu'il a fait. Évidemment, dans les grands thèmes, l'amour. Alors, pas l'amour, pas le petit, le grand, le vrai. Oui, il y a une quête d'absolu, souvent, de vérité. C'est aussi un thème qu'on trouve très fort dans le livre de Shane Kassim, Qu'est-ce qu'on fout ici. Il ne s'agit pas, en effet, souvent, l'intensité des sentiments est particulièrement présente dans ces amours-là. Oui. Je me suis posé la question, parce qu'on en parle régulièrement dans l'émission, on en parle régulièrement dans les médias, l'éco-anxiété des jeunes. Là, ça n'inspirait pas vos autrices et auteurs. Alors j'ai l'impression que c'est un thème qui aurait pu apparaître, évidemment. Ouais. J'ai été assez surpris que ce ne soit pas le cas, mais c'est un thème qui est universel aujourd'hui, qui traverse, je crois, tous les âges et qui est peut-être pas fondamentalement adolescent. Ouais. Il y a un texte qui est celui de Marion Muller-Collard qui s'adresse directement au lecteur d'un point de vue adulte. C'est assez original, ça. C'est original et d'ailleurs... Il faut le dire, parce que là on parle entre nous, mais elle se met en scène prof. De philo, c'est ça, en terminale. Je cite, j'ai relevé la tête, je vous ai regardé, elle parle aux élèves. Nous étions au début de la guerre en Ukraine, vous aviez passé tout votre lycée sous Covid, vous étiez en train de formuler vos vœux sur Parcoursup. Donc on est vraiment dans la vraie vie et on est dans le dur de la vie des ados. Et moi, ajoute-t-elle, un peu tremblante, je formulais en moi-même, pour vous et pour le monde, un seul vœu, que lorsque ce moment arrivera, ce moment où la loi blessera votre conscience, vous osiez faire tout ce qu'on vous a découragé de faire ces 18 premières années de votre vie, désobéir. Voilà. Et donc c'est le jour où j'ai osé être prof pour elle, et c'est d'ailleurs très autobiographique, mais il y a l'idée de la transgression derrière, qu'on retrouve dans d'autres textes, et là aussi c'est un thème récurrent dans la littérature pour adolescents. Mais vous parlez de la forme littéraire originale, c'est quelque chose qu'on pourrait dire sur la plupart de ces textes, et c'est très important dans la collection Scripto. On parle à des adolescents d'adolescence, mais avec un point de vue littéraire. C'est absolument pas, on ne fait pas la liste des thèmes qu'il faut traiter aujourd'hui. Oui, vous cherchez des textes, vous cherchez pas des thèmes. La pédophilie chez Claire Castillon, le viol chez Nastasia Rugani, pas du tout. Ce sont des auteurs, il n'y a jamais de commande. C'est une exception pour cet anniversaire et pour ces nouvelles, mais dans nos romans, c'est jamais de la commande. Et il y a toujours un geste littéraire. Voilà, il y a une recherche. On n'est pas chez Gallimard pour rien. Voilà, il y a une recherche formelle, c'est très important pour nous. Vous savez, quand j'ai fait plaisir, j'ai pas chez Gallimard. Mais on rend à César ce qui est à Gallimard. L'adolescence est là, l'adolescence, elle est dans la bascule, le saut dans le vide, la vie qui brûle. C'est une citation extraite du dossier de présentation de la collection Scripto des éditions Gallimard Jeunesse. Collection qui fête donc ses 20 ans. On va continuer à en parler, Thierry, mais si vous voulez bien, on prend une petite récré. Emma Guessel. Emma, dans l'Anti-Sèche, vous nous avez parlé d'écologie. On va rester sur le même thème pour l'heure de la récré, avec une invention tout à fait étonnante, invention batave. Oui, je vous disais que l'enjeu, c'était de pouvoir réduire notre empreinte carbone, de réduire nos émissions de CO2. Eh bien, figurez-vous qu'un groupe de 35 étudiants d'une université aux Pays-Bas a inventé une voiture électrique capable de capturer du dioxyde de carbone dans l'air pendant qu'elle roule. Bah oui, ils l'ont baptisé ZEM, Z-E-M. Ça marche comment ? Alors, en fait, grâce à un filtre spécial, la voiture récupère et stocke le CO2. Elle est capable de rouler sur 320 km avant que ce filtre soit rempli. Ensuite, il suffit de vider le filtre dans une station de recharge pour voitures électriques. Donc, la voiture capture environ 2 kg de CO2 tous les 32 km. Alors, tous les 32 000, là, non ? 32 000, pardon. Bien sûr, 32 000 km. Alors, c'est pas énorme, dit comme ça. Certes, mais imaginez si tout le monde s'y met. On estime que 10 voitures ZEM qui parcourent 10 000 km par an seraient capables de récupérer autant de CO2 qu'un arbre en une année. 10 seulement. Donc imaginez, si ça se démocratise, ça peut devenir intéressant. D'accord, et ça va se démocratiser pour devenir intéressant ? Alors, pour le moment, les étudiants travaillent pour rendre la voiture encore plus efficace. Donc pas de mention du coût non plus pour le moment. Et ça, malheureusement, c'est un frein, on le sait, pour acheter une voiture électrique en France, par exemple. Donc de là à ce que ce soit commercialisé et accessible, il y a encore du chemin, mais on avance. Pas Petit mal. jeu de mots, on avance. Bah ouais, voiture, tout ça. Ouais, je t'ai fait. Emma, merci beaucoup pour cette récré et ces deux chroniques tout à fait écologiques. Puis ça fait ça contrebalance puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'éco-anxiété et d'écologie dans les bouquins, dans les séries de textes Le jour où j'ai osé. Et on continue à parler du jour où j'ai osé et de bien d'autres choses avec Thierry, Grand Oral.
Donc Le jour où j'ai osé, recueil de nouvelles signé par 8 écrivains, 2 recueils, puisqu'il y en a un autre, ce roman de Chahine Kassim intitulé Qu'est-ce qu'on fout ici, qui marque la célébration des 20 ans de la collection Scripto des éditions Gallimard Jeunesse, et Thierry Laroche en est le directeur éditorial. Alors vous publiez des Français, longtemps vous avez aussi publié des étrangers, notamment des anglo-saxons, j'ai cité Melvin Burgess, mais il n'y a pas eu que lui. C'est universel l'adolescence, les thématiques Oui, c'est universel, et en plus cette façon de faire de la littérature ado, ça vient des anglo-saxons, il faut bien le dire. Vous citiez d'ailleurs, vous disiez un mot young adulte, young adult, comme on dit en bon français pour se marrer, mais en fait c'est vrai que c'était une catégorie quasiment marketing de l'édition anglo-saxonne depuis pas mal de temps. Marketing oui, mais pas seulement, ça correspond aussi à une envie chez les auteurs de parler de l'adolescence en étant de plein pied dans l'adolescence. Et un des auteurs qu'on a publié dans Scripto et qui est aussi très important pour cette littérature-là, c'est John Green, qui a publié, dont on a publié le premier texte, par exemple, dans Scripto, qui s'appelle Qui es-tu, Alaska, et où il parlait du grand peut-être. Il citait Rabelais, et donc dans ce livre, le héros quitte ses parents pour aller à l'université, et il dit, Rabelais a dit en mourant qu'il partait pour le grand peut-être. En lui, il dit, j'ai pas envie d'attendre ma mort pour connaître le grand peut-être, et donc il va en quête du grand peut-être. Les anglo-saxons ont inventé cette littérature. C'est aussi une littérature de l'espoir du futur. Ils ont aussi apporté alors oui, il y a eu Louise Renison, mais ce qu'on appelait la chick-lit. La chick-lit, oui. Ce qui est de l'argot anglais pas très aimable si on le traduit, donc on va éviter de le traduire, mais c'est la littérature de filles, quoi. Oui, c'est ça. Alors, en effet, c'est pas... Si je voulais vraiment traduire, je dirais de gonzesse, parce que chic, c'est un peu cette idée. C'est pas l'appellation que je préfère, d'autant que chez Louise Renison, le journal intime de Georgia Nicholson, là, il y a une vraie... C'est très drôle, d'abord, c'est très juste, et il y a une vraie recherche de la langue, et c'est un peu dommage de l'enfermer là-dedans, mais oui, ça existe, la chick lit. Et ça a une fonction, quand même, ça a fait lire des tas d'ados. Oui, complètement. Et je pense qu'on peut parler dans les années 2000 d'une sorte de révolution de la littérature ado qui ensuite a été démultipliée par les succès de grands phénomènes comme Harry Potter, que nous publions aussi, et qui a évidemment, donné beaucoup de coolitude à la lecture et sur des âges très différents aussi. Et ça a dédramatisé les grands formats par ailleurs. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui a 8 ans, 9 ans a déjà lu 1 ou 2 tomes d'Harry Potter, ensuite il voit arriver un bouquin comme ça, il se dit... ça ne fait pas peur. Voilà, même pas peur. Est-ce que vous posez des interdits aux auteurs sur la religion, sur la politique, est-ce qu'il y a des choses... Non, rien. C'est la littérature, c'est le lieu de la liberté d'expression. Après, on a évidemment une responsabilité d'éditeur, donc on ne va pas publier pour les enfants de l'hyperviolence ou de la pornographie. Mais enfin... J'allais dire de la même façon, vous poseriez la question en littérature adulte. C'est vrai. Ce qui ne veut pas dire que vous ne le feriez pas, mais il y aurait sans doute un débat, j'imagine. On peut parler de tout dans ces livres, pas n'importe comment, évidemment. Ouais, c'est ce que dit Chahine Kassim. Absolument, c'est ce qu'elle dit. On peut tout leur dire aux ados, mais pas n'importe quoi. Vous lisiez quoi quand vous étiez ado ? Je lisais Le Petit Nicolas, ça c'était peut-être un peu avant. Un peu avant quand même. Après, mais justement, à mon époque, il n'y avait pas de littérature spécifique ado, et donc après Le Petit Nicolas, je suis passé à des classiques, à Stevenson ou Dumas, et j'ai pas eu le plaisir et la joie de rencontrer des livres qui me ressemblaient en tant qu'ado. Écoutez, vous les rencontrez maintenant. Voilà. Super. Merci beaucoup Thierry de nous avoir accompagnés. Vous restez avec nous si vous voulez bien. On va aller au collège dans un endroit où il y a énormément de bouquins. C'est le CDI du collège Maurice Utrillo avec Amélie Paris. Emma, merci. Merci. Amélie Paris, les années collège. Les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Ça, vous vous sentez à la maison là? Des bouquins partout. Je suis chez moi. En plus des bouquins que vous connaissez, que vous aimez. Bon, Amélie, qui est, je le rappelle, ou je vous l'indique, si vous découvrez sa chronique professeur documentaliste au collège Utrillo, c'est à Paris, dans le 18e, avec elle, elle nous raconte les années collège chaque semaine dans la quotidienne. Aujourd'hui, on va un tout petit peu s'éloigner du CDI, mais pour poser une question qui est récurrente pendant les heures de vie de classe, les conseils de classe, les conseils de vie collégienne, les sanitaires. Et chez vous, à Utrillo, eh bien, vous n'y échappez pas. Pourtant, ça participe grandement au bien-être des élèves, le bon état des sanitaires. Eh bien oui, et pourtant, porte sans verrou, évier bouché, éclairage et chauffage défectueux, déchets au sol, urinoir fendu, absence de papier toilette ou de savon. Bref, ce sont des choses qu'on entend souvent, très souvent, trop souvent dans la bouche des élèves et dans la bouche de leurs parents. Et cette question de l'état des sanitaires dans les établissements scolaires est loin d'être anodine, puisque que ce soit pour des raisons de confort, d'hygiène, d'intimité, voire de sécurité, il n'est pas rare que des élèves se privent d'aller aux toilettes pendant leur journée de cours. Et ça a des conséquences. Évidemment, ça a des conséquences sur leur concentration,
opérations en cours et sur leur santé. Alors moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'environnement dans lequel on évolue. Je trouve que pour aller au collège, il faut aller dans un endroit où on se sent bien. Alors en tant que professeur documentaliste, évidemment, j'accorde beaucoup d'importance au CDI, au lieu, à son aménagement. Et je trouve qu'on ferme encore trop souvent les yeux sur l'état des sanitaires. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un rapport... Un petit chiffre, oui, parce que quand on dit qu'ils ne sont pas en très bon état, on n'est pas en train de... Enfin, c'est vrai, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'un rapport sur la qualité de vie à l'école publié en octobre 2017 par le Conseil national d'évaluation du système scolaire rappelait qu'une insatisfaction quant à la propreté des toilettes est rapportée au chef d'établissement dans un établissement sur deux. Voilà, 1 sur 2. Donc on n'est pas dans l'exception. Non. C'est absolument énorme. Et alors vous, à U-Trio, vous avez décidé de prendre les choses en main. Oui. Alors, pas moi toute seule. Nous, on a décidé d'arrêter de tourner autour du pot. Elles ont fait des efforts de jeu de mots. Je pense que c'est le côté Gallimard Jeunesse. Elles se sont toutes dit, attends, on va faire un peu de littérature, là. Je m'inspire d'un site que je vous invite à aller visiter. Arrêtons de tourner autour du pot, un site belge qui est très bien fait, qui donne plein de petits conseils justement sur l'aménagement des sanitaires. Et donc cette année, quand la question des sanitaires est revenue au Conseil de la vie collégienne, donc où les élèves élus rapportent les paroles des autres élèves, on s'est dit, il faut arrêter, il faut vraiment prendre les choses en main. Il faut que les élèves osent aller aux toilettes, qu'on leur propose des espaces accueillants, adaptés et respectés de tous. Et vous avez décidé, par la même occasion, de faire des toilettes non genrées. Exactement. Alors, il y a d'abord eu une commission hygiène et sécurité avec le médecin, l'infirmière scolaire, des représentants des parents, des enseignants et des membres de la direction. Et on savait que ça avait déjà été expérimenté dans certains établissements de l'Académie de Bordeaux et ça a très très bien fonctionné. Donc, on s'est dit, on va le faire, on expérimente aussi. Alors, plus de toilettes Non genrées, pour c'est les mixte filles. en fait, en bon français. Non, plus pour les filles, pour les garçons. Par contre, avec une classe d'âge. On a les petites toilettes avec 4 cabines fermées pour les garçons et les filles de 6e et les grandes toilettes avec 12 cabines fermées pour les garçons et les filles de 5e, 4e, 3e. Donc il n'y a plus d'urinoir, cabine pour tout le monde, égalité parfaite. Comment ils réagissent les élèves? Ça fait l'unanimité? Alors au début c'était un peu difficile. Je me souviens de Lina, une élève de 3e, qui m'a dit « Oh là là, non, ça fait peur d'aller aux toilettes avec les garçons ». Alors on les a rassurés. On leur a montré des témoignages d'élèves de leur âge qui avaient vécu la même chose. Et puis on leur a dit que si ça ne fonctionnait pas, on reviendra en arrière. Mais on sait très bien que ça va fonctionner. Excellent. Et puis c'est devenu un projet collectif aussi, c'est ça? Vous en avez fait un objet de discussion. Oui, tout le monde s'y est mis. Et puis il y a eu un gros travail de fait sur le respect envers les agents qui nettoient les sanitaires 3 fois par jour, et puis envers les autres élèves, puisque ce sont quand même les principaux usagers des sanitaires. Et alors je crois qu'outre cette question de respect et de citoyenneté, on peut apprendre plein de choses autres aux toilettes. Oui, parce qu'on a décidé justement avec les élèves, justement sur leur temps libre, quand ils viennent au CDI, ils ont fait des tables de multiplication, des conjugaisons, plein de choses, des dessins. Ils se sont servis de l'application Canva que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé, et on va accrocher tout ça dans les toilettes. Donc comme ça, quand on se rend il y a la déco, c'est une expo, on apprend des trucs. Réviser ces tables de multiplication et de conjugaison. Mais ils peuvent même pas faire pipi tranquille, il faut qu'ils révisent en même temps. Vous êtes terrible. Quand vous avez dit aux élèves, on verra si ça marche, on reviendra en arrière, vous êtes fixé une échéance? Fin de l'année. Fin de l'année scolaire. Ok. Promis, on en reparle en juin? On en reparle dans 6 mois. Ah génial. Merci beaucoup Amélie, c'est un sujet absolument essentiel. Alors en France, on vous parlait du confort, etc. Mais il y a même des études de la Banque mondiale qui montraient que dans certains pays, notamment dans des pays africains, la présence de toilettes accessibles et saines, ça modifiait le taux de scolarisation et le taux de réussite, notamment des filles dans les écoles. Donc c'est vraiment un enjeu absolument considérable, extrêmement sérieux. Merci beaucoup. Thierry, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur Gallimard TV, pardon, School TV, je veux dire. Non, c'est vrai qu'on aime beaucoup ce que fait Gallimard Jeunesse. Vous pouvez revoir d'ailleurs l'émission qu'on avait faite juste avant les fêtes avec Edwige Pasquet pour les 50 ans, cette fois de Gallimard Jeunesse en général. Là, c'était les 20 ans de Scripto. Plein de bouquins, les longueurs qui a eu le prix vendredi, c'est de Claire Castillon, l'honneur de Zacharia d'Isabelle Pandazopoulos qu'on avait reçu. Qu'est-ce qu'on vous a mis d'autre? Je serai vivante, Nastasia Rogani qui a eu un prix aussi. Et donc dans les récents, les bouquins anniversaires, le jour où j'ai osé, série de 8 nouvelles qui vient de sortir pour les 20 ans. Et qu'est-ce qu'on fout ici de Chahine Kassim qui vient également de sortir. Cadeau? Ah oui, alors les longueurs. Voilà. Et ça, je vous avais dit, il ne faut pas venir avec des bouquins. Et le jour où j'ai osé. Merci. Super. Beaucoup, super. Excellent, les deux. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne, à Laure Rodemont pour le maquillage, pour la préparation de l'émission à Marine Plantec qui était assistée aujourd'hui en régie par Dylan Coller, au son à Alexis Oustabassidis, à la réalisation à Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.